Bonjour à tous, je suis Jérémy et bienvenue. On va l'appeler comme ça pour l'instant parce que c'est un pilote, hein, mais l'émission Mado aime les animaux. Et je suis évidemment en compagnie de celui qui doit être là aujourd'hui, l'inénarrable Julien, un autre vétérinaire ostéo préféré. Donc je dis ostéo aussi parce que ça sera important. Ce sera peut-être la thématique du jour. Salut Julien, comment tu vas? Ah, très bien, hein, et toi? Bon, écoute, moi je suis ravi de lancer cette émission, cette nouvelle émission sur ta chaîne qui compte déjà quand même beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Mais on se disait, tiens, et si on faisait évoluer les choses et si on proposait un contenu, alors certes peut-être pas original, mais en tout cas qui se veut instructif, interactif aussi, on en reparlera un peu plus tard, mais surtout aussi, on va dire, multi-device, parce que le principe de cette émission, c'est que bien sûr vous nous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne, mais également l'idée c'est que on sait que les gens qui aiment les animaux, ils aiment aussi la nature, ils aiment se promener et ils aiment aussi écouter des podcasts. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver cette émission sur tous les podcasts, sur toutes les plateformes de podcasts, que ce soit sur Spotify, enfin, je ne vais pas faire leur pur, mais Podcast Addict, sur Apple Podcast. En fait, vous pouvez nous retrouver où vous voulez, bien évidemment. Je dis juste le principe de l'émission, puis après, je vais arrêter ce long tunnel de blabla, mais on est bien obligé pour démarrer. Je te laisse parler, de T'as raison, il présenter, faut Julien. commencer, il faut clarifier les choses dès le début, hein, c'est important. Exactement. Donc, comment ça va se passer en fait au programme à chaque fois, ça sera pas compliqué. Ça sera une thématique sur laquelle on va, dans un premier temps, discuter, réfléchir. Je te poserai des questions. On essaiera de creuser un peu. Mais et comme on le dit, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a que juste des questions et Non, il y a non, du non. bon sens. Donc, voilà, on va Mm. poser toutes les questions autour d'une thématique. Et dans un deuxième temps, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra répondre aux questions des auditeurs, des youtubeurs, en fait, qui auront des questions sur ce sujet. Alors, comment on va faire? C'est très simple. Tu veux nous expliquer un petit peu comment les gens vont faire pour pouvoir poser leurs questions sur une thématique donnée? Je pense que sur la question, sur la thématique donnée, je pense qu'il y a la vidéo qui va être sur la chaîne Mado et Ouais, les animaux, et puis en dessous, il y a les commentaires. Donc je pense que les gens exactement. peuvent très bien poser des commentaires, et puis s'ils regardent l'émission jusqu'au bout, on pourra aussi lancer le prochain thème, Ouais, et sur ce exactement. prochain thème, il y a aussi des questions qui pourront être posées à l'avance. Donc on verra un peu le mode, mais le but c'est, comme tu l'as dit, que ce soit très interactif et puis qu'on réponde aux questions. Il y a énormément de questions et j'en ai Exactement. énormément sur ma chaîne et je m'excuse aussi par avance parce que j'ai énormément de mal à répondre à toutes les questions. Donc le but c'est essayer de les rassembler et je sais pas si tu vas toi-même annoncer le thème d'aujourd'hui ou si c'est moi qui vais le faire, mais je te laisse peut-être l'honneur. Allez, écoute, c'est moi qui vais lancer Allez. ça, mais en tout cas, merci. Et n'oubliez pas, voilà, si vous avez des questions, vous les posez sur YouTube, mais même si vous écoutez le podcast parce que vous n'êtes pas adepte de YouTube, posez vos questions, on arrivera toujours à les trouver, on arrivera aussi à les concaténer, on pourra faire ça aussi, histoire d'avoir, voilà, pas répondre à la chaîne à des questions, mais que ça ait du sens, etc. Et bien sûr, on va attaquer, je pense, parce qu'on a tout dit. Voilà, je pense que tout est clair. Et le programme, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même très très important et qui est peut-être méconnu. Et c'est peut-être pour ça qu'on voulait en reparler, parce que ça paraît du bon sens chez les êtres humains, mais peut-être moins chez les animaux. C'est l'ostéopathie. Et écoute, je vais peut-être te laisser commencer à en parler. Et puis, je te poserai des questions aussi pendant, pour qu'on puisse faire avancer un peu le schmilblick et que tu nous expliques un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette ostéopathie et comment ça fonctionne? Pourquoi ça existe? Est-ce que c'est efficace? Comment ça se fait? Est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce qu'on le fait? Enfin voilà, plein de questions qui me viennent à l'esprit et je pense que tu vas y répondre. Mais je me dis que tout le monde est à On l'écoute et va, attendent que tu nous racontes un peu tout ça. on Je va te essayer laisse la parole. effectivement, Oui. Jay, effectivement, on va essayer d'être complet par rapport à ce sujet-là parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questions et je pense que les gens ne savent pas ce qu'est l'ostéopathie et ne savent pas dans quelles Exactement. conditions elle peut être utilisée pour les animaux et comment ça peut leur faire du bien. Et puis tu sais, il y a aussi beaucoup de controverses, il y a aussi beaucoup de gens qui ne croient pas, ou beaucoup de vétérinaires même qui ne croient pas à l'ostéopathie. Aujourd'hui, c'est pour vraiment essayer de parler de l'ostéopathie, de commencer un peu par son histoire, parce que tu sais, j'aime bien quand même de plus en plus m'intéresser à l'histoire, au fondement de l'ostéopathie. Tu verras que c'est beaucoup plus vieux qu'on ne croit en réalité. Hein, le côté manipulation, c'est pas juste il y a 100, 150 ans, c'est pas juste il y a 20 ou 30 ans. Non, ça fait depuis que peut-être que l'humanité existe qu'on essaie de les soulager autrement avec justement le toucher, la palpation. Et la palpation, c'est la clé finalement de l'ostéopathie, c'est essayer de manipuler des structures avec ses mains et essayer, je vais être très clair par rapport à ça, essayer de trouver ce qui est coincé en fait. En Hein, on gros, parle souvent c'est de ça, perte de mobilité.
C'est manipuler pour soulager, en gros. C'est ça, en Tu gros, hein. C'est manipules pour soulager, ouais. mais avec quand même, exactement, tu manipules pour soulager, mais avec quand même toujours en ligne de mire, est-ce que ma structure que je manipule, est-ce qu'elle bouge assez ou est-ce qu'elle bouge pas assez? Et Hmm. si elle bouge pas assez, que ça soit une articulation, que ça soit un viscère, que ça soit un organe, que ça soit ce que tu veux, est-ce que je peux comprimer, étirer ou faire des manipulations pour essayer juste de relâcher le tissu et avoir un retour d'une bonne mobilité, un retour d'une amplitude, par exemple, articulaire, si je parle de l'articulation. Donc c'est vraiment ça la base de l'ostéopathie. Ah ouais, d'accord, mais il y a un truc, déjà quelque chose peut-être que les gens ne savent pas, c'est que là, tu as parlé de viscères, tu as parlé d'organes, et là, moi déjà, tu vois, je me dis, je reste, tu sais, sur ou du musculaire, etc., où en fait, tu t'aperçois que, et là, tu vois, première chose, peut-être que les gens ne savent pas, mais Oui, c'est que, en oui. fait, tu manipules tout, en fait, sur le corps humain. Exactement, Ah, exactement. Et tu sais, intéressant. ça fait partie d'un des piliers de l'ostéopathie, hein. On parle souvent d'unité du corps. On va y revenir plus loin plus tard parce que c'est vraiment un des piliers fondamentaux. Mon corps est en unité, toutes les structures sont connectées les unes aux autres. Et tu vas me dire, mais à quoi ça sert de dire ça? À quoi ça sert de dire que le corps est en unité? Ça veut juste dire que s'il y a une dysfonction ou un problème à un organe ou à une articulation, elle peut avoir un impact sur d'autres structures. Ouais, Et c'est ça, ça. c'est un des concepts fondamentaux de l'ostéopathie. Et pour comprendre ce concept, tu vois, d'unité du corps, je parle souvent de la cheville, tu vois, ça va te parler, ça. Quelqu'un qui se fait mal à la cheville, qui va courir, se faire une entorse. L'entorse est traitée voilà, comme il se doit, on va dire en médecine classique. Et puis, peu de temps après, 2, 3 mois après, le patient se plaint d'un problème de genou. Donc, il a oublié que la cheville avait été tordue en faisant son match de foot il y a 3 mois. Et aujourd'hui, du même côté, bah, il y a un genou qui est douloureux. Il va voir son médecin à ce moment-là. Et la médecine classique lui dit, bah, écoute, on va faire ce qu'il faut pour traiter ton genou. Tu vois, là, ce concept un peu d'ostéopathie va, à mon sens, un peu plus loin en disant pourquoi ce genou est bloqué. Est-ce que la cheville qui a été réparée, elle est toujours un peu en dysfonction ostéopathique? Est-ce qu'elle a toujours des restrictions de mobilité? Est-ce qu'il y a des tensions de la cheville avec un individu qui va faire des compensations et avec une douleur qui va remonter et qui va aller s'installer dans le genou? Ça, c'est un principe, c'est un exemple très concret que, à mon avis, beaucoup de gens ont vécu. Cet exemple-là, tu peux l'appliquer sur énormément d'autres structures et sur tous les animaux. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, alors peut-être plus pour le podcast que pour ceux qui connaissent ta chaîne, mais toi, tu es les deux, tu es vétérinaire et ostéo. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire à quel moment, je me pose la question, c'est quoi toi ton, alors peut-être pas un pourcentage, mais à quel moment, quand tu as quelqu'un qui va venir avec un animal, tu vas te dire, je privilégie plutôt un traitement ou je privilégie plutôt, alors je sais que ça c'est une question qui va venir un peu plus tard, mais là je la pose dès maintenant parce que c'est intéressant de se dire, à l'instant T, tu as quelqu'un qui vient, est-ce que je teste déjà, c'est vraiment des questions que je me pose, c'est est-ce que je teste déjà de l'ostéo ou est-ce que je soigne autrement? Est-ce que c'est plutôt un geste presque basique et primaire de commencer par l'ostéopathie? Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais qu'est-ce que tu vas privilégier toi en tant que vétérinaire et ostéo? Encore une fois, tout va dépendre aussi, Jay, de ta sensibilité. Comme tu l'as dit, moi, je suis un vétérinaire et dès le début, j'ai eu une grosse affinité sur la palpation. C'est un peu ça mon histoire finalement, si je puisse parler de mon histoire et de ma carrière. C'est-à-dire que dès le début, en tant que vétérinaire, j'adorais palper, j'adorais manipuler. Quand un patient arrivait, un chien qui boitait, j'étais là, j'ai envie de savoir d'où il boite. J'avais rapidement envie de le toucher pour me dire, c'est quoi? C'est le poignet, c'est le coude, c'est l'épaule. J'avais envie de savoir. Donc, moi, le côté manipulation m'intéresse énormément. Et si tu veux, ta question, pour y répondre, je vais te donner ma réponse en tant que vétérinaire, ostéopathe clinicien, qui ne sera pas la réponse de tous les vétérinaires. Pour moi, si un patient vient au cabinet et qui a une boiterie, tout va dépendre de la douleur. Tu vois, là, on rentre dans un contexte qui est dans une situation où du cas par cas, c'est un peu compliqué. Tout ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois qu'il y a une boiterie, il y aura des compensations. À chaque fois qu'il y a une boiterie, il y aura un manque de mobilité sur l'articulation qui boite ou ailleurs. Et donc, à chaque fois qu'il y a une boiterie, l'ostéopathie peut aider. C'est ça ma réponse. Ouais, intéressant. Bah, on va peut-être revenir au cœur du sujet, du coup, bah, explique-nous Oui, un peu, revenons au cœur hein. du sujet, parce que tu sais, je t'ai parlé au Exactement. début et je tiens à ça. J'ai envie de parler d'histoire d'ostéopathie. Vas-y. Et je n'ai pas envie d'être pompeux, bien évidemment, mais j'ai quand même envie de poser un peu ces fondements d'ostéopathie parce que les gens ne savent pas ce qu'est l'ostéopathie. Et j'ai envie de parler un peu de son histoire, comment elle a été créée, comment elle a évolué rapidement au XXe siècle chez les humains, comment elle est arrivée également sur la médecine vétérinaire et comment aujourd'hui elle va au-delà des vétérinaires
avec les ostéopathes qui ne sont pas vétérinaires, qu'on appelle les ostéopathes animaliers. Et j'ai envie de parler de ça rapidement. Et si tu veux, pour parler de ça rapidement, je suis obligé de commencer par l'histoire et de parler d'un gars qu'on appelait Andrew Taylor Still. C'est vraiment lui, le père fondateur de l'ostéopathie. C'était un médecin, c'était un chirurgien. Il était aussi très spirituel. Ça a beaucoup influencé sa pratique, hein. Il était très catholique. Et il a été marqué dans sa vie, hein. Il est né en 1828. Il a été marqué dans sa vie par le décès de 3 de ses enfants qui sont morts de méningite. Ça l'a marqué parce qu'il a été, parallèlement à ça, en tant que médecin et chirurgien, très déçu de la médecine classique, qu'il considérait comme un peu trop toxique, qui faisait parfois plus de mal que de bien. Et il s'est dit, en perdant la foi finalement en la médecine classique, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer, on va dire, mon prochain. Et c'est là où il va se replonger dans l'anatomie, et c'est là aussi où il va lancer sa théorie, qui est sa première théorie. Pour lui, si le corps est en harmonie, si le corps est bien aligné, et alors il va avoir toutes les ressources pour guérir de nombreuses maladies. Ouais. Donc il émet aussi son premier fondement. Il faut qu'on ait un corps qui soit bien aîné, bien ouvert. Là, je te parle de la charpente, je te parle de tout ce qui est articulaire pour avoir une meilleure santé. Et c'est en 1874 que va naître l'ostéopathie de manière officielle, avec le nom, parce qu'avant il n'y avait pas de nom, où il appelle ça donc ostéopathie, et avec ces 3 piliers, ces 3 fondements. On a parlé tout à l'heure de l'unité du corps. Donc le corps est uni. S'il y a une tension à un endroit, elle peut se répercuter ailleurs dans tout le corps. La structure, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la structure gouverne la fonction. Donc c'est très simple. Ça veut dire en gros, si ma structure est intègre, si ma charpente, elle est solide et elle est bonne, la fonction physiologique de mes organes vont être améliorées. Et puis le dernier fondement qui est un peu moins connu, c'est la loi de l'artère. Lui, il estimait... Il était un peu peut-être obsédé par tout ce qui était le sang, hein, et il estimait qu'en manipulant, on pouvait libérer le flux sanguin et améliorer justement l'irrigation des organes et améliorer la capacité du corps à guérir et améliorer la fonction. Donc, c'est ça, les fondements de l'ostéopathie, avec la première école d'ostéopathie qui est arrivée en 1892 aux États-Unis. Et puis, il va y avoir après une évolution. Il y a des élèves qui vont arriver. Il y a notamment 2 élèves importants qui vont aussi être des pionniers de l'ostéopathie. On a quelqu'un qui s'appelle Sutherland, qui va arriver avec beaucoup plus de science, beaucoup plus de théorie, et qui va développer la partie crânienne. Donc, Steele était beaucoup sur l'axe, était beaucoup sur les articulations. Sutherland, il va dire, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi manipuler le crâne ? Est-ce que le crâne aussi peut avoir une baisse de mouvement ? Et je pense que ça peut peut-être te parler parce que tu as peut-être déjà été voir un ostéopathe qui va te mettre, ou les gens qui regardent le podcast ou qui regardent la vidéo podcast ou qui l'écoutent, peut-être que votre ostéopathe vous a déjà mis les mains sur le crâne pour essayer de sentir si ce crâne avait effectivement... Moi, c'était la mâchoire, mouvements. tu vois, parce que ça craquait un Oui. peu et il m'a remis la mâchoire, tu vois. Donc, oui, assez étonnant, Ouais. l'ostéo qui te dit, ah ben, la mâchoire qui craque, t'inquiète, je suis là et clac. Et oui, donc on peut, la mâchoire qui est bien évidemment une articulation, donc on peut manipuler tout. Et puis il y a un 3e élève, et celui-là est très important aussi, il s'appelle Little John, ça me fait rire. Little John, Petit John, et lui il est important parce que lui il est écossais. Et donc c'est lui qui va ramener l'ostéopathie en Europe. Et l'ostéopathie en Europe, il va la ramener en Angleterre et en Écosse. Et c'est pour ça que l'ostéopathie s'est d'abord développée en Angleterre. Et lui, il forme son école. Et la date est assez particulière parce qu'il forme sa première école et la première école d'ostéopathie européenne, donc en Angleterre en 1917. Et ben c'est aussi la mort de Steele, fondateur de l'ostéopathie qui était né en 1828, meurt en 1917. Je trouve que le lien entre les dates est assez pas marrant, c'est pas marrant, mais c'est étonnant. Donc voilà un peu l'évolution de l'ostéopathie. Et puis après, tu vas avoir également une évolution sur la France, comment la France s'est formée à l'ostéopathie. Et là, c'est surtout chez les kinés qu'on va avoir cette évolution. C'est surtout les kinés qui ont commencé à se former à partir des années 1950 et qui ont été se former forcément en Angleterre, parce qu'il n'y avait que des écoles anglaises à l'époque. Et on va avoir une loi, c'est important de le dire, hein, parce que tu te dis que ça a mis énormément de temps à être reconnu. Hein. Il y a eu beaucoup
d'ostéopathie bashing à l'époque, beaucoup de gens qui ne croyaient pas à l'ostéopathie, beaucoup de gens, et encore maintenant, beaucoup de gens qui se disent c'est totalement des charlatans. J'ai parfois des commentaires sur ma chaîne YouTube où j'ai juste ça sur ma commentaire, c'est marqué charlatan en dessous. Bah, ça me fait, voilà, c'est pas agréable, mais c'est tu sais, des fameux personnes Les qui ne croient pas à haters. l'ostéopathie, les haters, comme on dit, qui ne croient pas à l'ostéopathie ou qui n'y croient pas et qui vous mettent des commentaires en disant ce mec-là est un charlatan. Mais il y a une loi, la loi Kouchner de 2002, qui encadre l'ostéopathie et sur les humains. Et puis maintenant, si on parle de l'évolution sur les animaux, tu sais que Steele, qui était déjà dans son école américaine, soignait déjà les chevaux avec son ostéopathie. Donc il y avait déjà un glissement, on va dire, des théories humaines, théories sur un mammifère qui tient sur ses deux pattes, à une théorie et à une théorie sur un quadrupède, donc un animal qui est sur quatre pattes. Et le concept est le même. Le concept d'unité du corps est le même. Le concept de manipulation, il va falloir connaître l'anatomie et l'adapter, mais les manipulations aussi d'étirement, de compression vont être quasiment les mêmes. Donc, il y a eu une évolution qui va être de cet ordre-là, avec un pionnier qu'on appelle Dominique Gignot, qui est un vétérinaire qui, lui, était un vétérinaire équin à la base et qui va lancer l'ostéopathie en France en 1970. Et C'est puis très ensuite, récent, hein. C'est très récent ce que tu dis, hein. très Ouais, récent, hein, avec ouais. une évolution très rapide aussi. D'abord, on est sur les chevaux, et puis rapidement, on va être également sur les chiens. Rapidement, on va se rendre compte que l'ostéopathie marche aussi sur les chiens. Et puis, maintenant, on fait aussi de l'ostéopathie sur les nouveaux animaux de compagnie, comme les lapins, et on fait aussi de l'ostéopathie sur les vaches. Donc, tu vois, tout animal, aujourd'hui, peut bénéficier de l'ostéopathie. Et puis, pour finir, on a donc les vétérinaires d'un côté, hein, moi, par exemple, formé par des écoles vétérinaires spécifiques en ostéopathie. Et puis, on va avoir les non-vétérinaires avec tout ça a été encadré très récemment aussi. Et il y a eu une ordonnance en 2011 et un décret en 2017, ce qui permet à des ostéopathes non vétérinaires qui se formeraient ici en 5 ans d'exercer aussi en tant qu'ostéopathe animalier. Et voilà, pour être complet par rapport à l'histoire de Steele, qui est né en 1828, l'ostéopathie jusqu'à maintenant, en 2026. Alors, je reviens parce que c'est hyper important ce que tu dis et intéressant parce que en fait, on est en train, il y a beaucoup de biais aussi et comme tu dis, beaucoup de gens qui vont appeler ça enfin, tu es un charlatan, etc. Mais donc, je reviens sur ce que tu viens de dire. Ce qui est important, c'est que c'est déjà encadré juridiquement, hein. C'est pas comme quelque chose qu'on fait Sûr. comme ça au hasard. C'est quelque chose. Il y a des courants, il y a une histoire. Ça date. Alors même si c'est 1970 pour les animaux, mais c'est pas pour autant qu'avant ça n'existait pas. Et puis peut-être qu'il y en a qui pratiquaient déjà, hein. C'est juste peut-être, voilà, c'est comme tu disais, hein, déjà sur les chevaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau comme ça en se disant, allez hop, ça va être pour gagner du blé en plus et voilà, enfin, où tout le monde peut masser son chien et va aller mieux. On est vraiment loin de cela. On est vraiment sur une pratique qui demande de la maîtrise, comme tu l'as dit, qui demande de l'exercice, de l'apprentissage, des compétences, des savoir-faire aussi et des savoirs, et comme tu l'as dit. Et ça, ce n'est vraiment pas à négliger. Et du coup, est-ce que ça se pratique, tu disais, mais dans les écoles vétérinaires, c'est quoi? C'est une spécialisation ou c'est quelque chose qui est je veux dire, enfin, une option ou en tout cas une partie complémentaire qu'on met Non, maintenant? c'est pas une... Non, voilà, c'est pas du tout une option. Et à mon grand regret, quand je suis sorti de mon école en 2007, on ne parlait pas d'ostéopathie. Du tout, d'ailleurs, hein. Encore aujourd'hui, on ne parle pas d'ostéopathie. Donc, si tu veux, l'ostéopathie n'est pas encore, pour moi, on ne la considère pas encore à sa juste valeur. Forcément, c'est un ostéopathe, un vétérinaire ostéopathe qui parle, donc il y a forcément un biais, mais je pense qu'elle est totalement sous-estimée et malheureusement, c'est bien dommage. Donc, si tu veux, si maintenant tu veux te former en ostéopathie en tant que vétérinaire, tu vas faire ce qu'on appelle du postgrad. Donc, tu es déjà diplômé, on t'a pas parlé d'ostéopathie pendant tes 6 ou tes 5 ou 6 ans ou 7 ans d'études, mais tu vas pouvoir te former dans des écoles qui sont réservées aux vétérinaires, une formation voilà, qui varie entre 2 et 3 ans, où tu te formes à l'ostéopathie, entre guillemets, en alternance. Hein, tu continues à pratiquer en tant que Bien vétérinaire, et sûr. puis tu as des séminaires, tu as des longs week-ends, un peu comme tu peux, comme dans toutes les professions, hein, où tu peux essayer donc on va dire, de te former à l'ostéopathie des animaux. Alors soyons Alors, pratico-pratiques, hein, oui. justement, voilà, je pense que c'est là où tu veux l'arriver, je te laisse la parole, mais
Bah vas-y, passe sur ton deuxième sujet, on a vu l'histoire, maintenant je te laisse Tu poursuivre. sais, tu disais tout à l'heure, tu parlais du cadre légal, que c'est encadré et que l'ostéopathie, on va dire, a une histoire. Mais j'aimerais aussi profiter de ce podcast pour dire que Steele n'a pas inventé l'ostéopathie. Et on croit que c'est récent, mais c'est pas si récent que ça en fait, hein. Donc dans ma recherche du podcast, tu sais, j'ai pu me rendre compte que finalement les manipulations existent depuis des millénaires. Ça fait des millénaires qu'on manipule les gens. Et en même Tu temps, vois. ce que je veux dire, c'est qu'on se manipule soi-même. C'est le premier acte, c'est notre première routine aux mains. Donc forcément, c'est la première Oui, chose. Quand on a mal à la tête, première chose qu'on fait, c'est qu'on va se par toucher le exemple. crâne. Quand Exactement. on a mal au bras, on prend son bras pour palper. Quand on a Exactement. Le un ami, massage notre également. conjoint, notre Ouais, conjointe, eh ben on va la masser pour lui donner pour lui faire du tout à bien fait, en hein. fait. Donc c'est Et c'est un si acte basique, j'ai envie de dire, et presque un acte basique ouais, que l'humain primaire. fait depuis des millénaires. Ouais, Donc, on a c'est retrouvé vrai. des papyrus en 1600 avant Jésus-Christ, où finalement, on a une description des manipulations. Hippocrate, très connu, le père fondateur de la médecine, qui lui aussi utilisait des techniques sur la colonne et qui d'ailleurs disait aussi à l'époque que beaucoup de maux MAUX, beaucoup de maladies provenaient de la colonne. Donc, pour lui, la colonne était importante aussi à regarder, à manipuler. Tu as la Chine avec les massages Tuina, peut-être que tu connais ce terme, qui font partie de la médecine traditionnelle chinoise, où on va retrouver également des manipulations articulaires. Et puis aussi, et ça je pense ça va te plaire, on a aussi les rebouteux. Ouais, Le Moyen exactement. Âge, la culture traditionnelle française, souvent des fils d'agriculteurs, des paysans qui sont à la campagne, dans les montagnes, avec une transmission souvent de père en fils, Oral, ouais. un don. Et là, tu manipules, tu as un rebouteux, ils parlent de nerfs, ils te font des trucs un peu bizarres, tu ne comprends pas. Ils n'ont pas forcément la connaissance anatomique, certes, mais ils ont une efficacité qui est parfois assez redoutable. Ils sont connus localement et ça marche. Et là aussi, ils te manipulent. Et d'ailleurs, l'ostéopathie, M style d'ailleurs, et aussi en France, on a beaucoup aussi, on s'est beaucoup inspiré parfois dans les manipulations de ces rebouteux on voit les rebouteux qui existent depuis le Moyen Âge ou la Renaissance, hein, ça fait et même peut-être avant, hein, donc ça fait très longtemps que les rebouteux existent et encore maintenant ce terme-là existe et encore maintenant je peux aller dans les Alpes ou en Haute-Savoie et je suis sûr que voilà je vais dans un village, je demande où est le rebouteux, s'il peut me manipuler mon dos et je vais trouver quelqu'un. Donc c'est juste pour dire que c'est la manipulation, elle est beaucoup plus vieille qu'on ne croit et c'est juste l'ostéopathie, c'est un terme très récent, mais les manipulations du corps pour soulager nos maux est très ancienne. Ce qu'a fait juste Steele, et je terminerai par là au niveau de l'histoire, c'est que lui finalement, comme il avait des notions, c'était un médecin, il avait des notions d'anatomie, finalement il a pris ce concept et il a mélangé la tradition, il a rajouté de l'anatomie, il a rajouté de la physiologie, il a rajouté un peu de philosophie, il a rendu ça scientifique, et c'est comme ça que l'ostéopathie est née. Mais ne nous détrompons pas, les manipulations pour soulager nos prochains datent depuis des millénaires. Ah, super intéressant. Alors, je disais, objectivement maintenant, opérationnellement, concrètement, soyons dans l'efficacité aussi pour Ouais. l'émission. Donc, mais bien évidemment, c'était important de revenir là-dessus, hein, sur cette histoire, pour montrer que c'est pas de la Ça me tenait magie, à hein. cœur, en fait. Voilà, mais tu as Ouais. raison, c'est pas de la magie, et loin de là. C'est-à-dire que voilà, Non, non. il y a un art. J'aime bien j'ai aimé voilà, ce côté un peu l'architecte du corps, hein, par le biais de la manipulation. Ça, j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, c'est un petit peu. T'as raison de dire qu'il Ouais, y a un art, et ouais. souvent les gens me posent la question, ils me disent mais t'as un don, toi. Vous avez un don, docteur. Je dis, non, 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 je pense pas. Je pense pas que ce soit un don. Je pense qu'on peut tous aujourd'hui devenir un ostéopathe. C'est juste le travail de la main. Ouais. C'est-à-dire que t'es pas habitué à sentir avec ta main. Hmm. D'accord. Et ce que un artiste peut faire avec sa main, que ce soit en peinture, ce qu'un pianiste peut faire, je sais que tu aimes bien la musique, ce qu'un pianiste peut faire avec ses doigts alors que tu as l'impression qu'ils sont totalement déliés et les gars ils sont là, c'est comme de l'eau qui coule, et tu te dis mais comment on peut avoir ce niveau de déliement des doigts. Il a travaillé pour ça. Et ouais, Il a travaillé pour ça. Donc, bien sûr qu'il y a du parfois des ressenti, gens plus doués que d'autres, bien c'est sûr. le terme, c'est comme la musique, Hmm. mais tout le monde aussi peut apprendre de la musique et puis se faire un petit groupe de musique tous les week-ends avec ses potes et s'amuser, s'éclater, comme tout le monde peut aussi apprendre l'ostéopathie et avec le temps développer un sens palpatoire et ce sens de la palpation peut être développé pour sentir les tensions et les enlever. C'est aussi simple que ça. Alors justement, quand il y a quelqu'un qui vient te voir à ton cabinet,
Comment ça se passe? Voilà, explique-nous quel type de mots tu vas pouvoir traiter avec l'ostéo, justement, avec l'ostéopathie. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire concrètement et pourquoi? Et pour qui aussi? On en a Tu déjà sais, parlé un peu, mais voilà, c'est les trois questions, on va dire, basiques, simples, mais qui sont, je pense, indispensables à savoir. C'est quel patho, pour qui, combien de temps aussi, et est-ce qu'il y a plusieurs fois? Voilà, toutes ces questions-là, c'est les questions qu'on se voilà, pose. Il y a il y a plein de beaucoup de choses, il y a plein de questions, choses, ça, mais voilà. soyons concrets. Ouais, Voilà, soyons concrets, essayons aussi de simplifier les choses. Et encore une fois, je donne ma vision de la chose, bien d'accord, sûr, hein. Il n'y a bien sûr. pas de consensus, il n'y a pas des règles bien établies. Donc, je te donne ma vision par rapport à mon expérience de vétérinaire et ensuite de vétérinaire ostéopathe, hein, d'accord. Moi, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent au cabinet, ils ont déjà pris rendez-vous pour me voir. Ils savent que je fais de l'ostéopathie et ils veulent que je manipule leur chien. Concrètement, la majorité des cas que je vais avoir, c'est des boiteries, c'est des douleurs. Voilà, concrètement, c'est des maux de dos. Donc c'est finalement ce qui anime l'ostéopathie, même chez les humains aujourd'hui, c'est tout ce qui est douleur. Tout ce qui est douleur locomoteur. Mon animal boite, je ne trouve pas la solution, mon animal n'arrive plus à monter sur mon canapé, sur le canapé ou sur le lit, Hmm. pour mettre les poils. Mon animal a du mal à se lever de son panier. Donc moi, je vais avoir majoritairement des douleurs sur le dos et des douleurs sur les membres. C'est principalement ça qui va animer aujourd'hui les gens, qui pousse les gens à venir me voir au cabinet. Ok. Ensuite, comment se passe une séance? C'est tout simple. Je vous l'ai dit, je parle d'unité du corps, c'est extrêmement important. Et il y a un terme qui revient souvent, c'est la restriction de mobilité. Donc je ne cherche pas à savoir, et c'est là où c'est quelque chose qui est totalement différent de la médecine classique. Je ne cherche pas à savoir où l'animal a mal. Ça, c'est important. Ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse, bien évidemment. Mais en tant qu'ostéopathe vétérinaire, je vais aller plus loin. Je veux dire, OK, il a mal à l'épaule, je le sens parce que j'ai manipulé son épaule. Est-ce qu'il n'a pas les cervicales qui sont coincées? Est-ce qu'il ne se plaint pas des cervicales, mais est-ce que quand je fais mes tests de mobilité des cervicales, je sens que la vertèbre n'a pas envie de bouger correctement? Je donne un exemple concret de comment... et donc ça, je le fais sur tout le corps. Donc, en redonnant de la mobilité à tout le corps, on arrive à résoudre des problèmes de boiterie chronique ou des problèmes de douleur parce qu'on s'est attardé, attaché à la restriction de mobilité. J'ai envie de manipuler l'animal, j'ai envie d'ouvrir tout son corps, j'ai envie d'ouvrir toutes ses articulations, j'ai envie que au début de séance, je diagnostique un peu ce qui bouge pas bien et j'ai envie d'avoir en fin de séance un corps qui bouge de partout et des amplitudes articulaires et des ouvertures de partout. Voilà un peu, si je peux simplifier rapidement un peu Bien le sûr. protocole un peu de l'ostéopathie. Ouais, très très intéressant. Très très intéressant. Ça vise quel type d'animaux du coup? Pour quels animaux tu vas faire de l'ostéopathie? Tu sais, c'est comme pour nous les humains, c'est-à-dire que ça vise pour moi principalement, ou les gens viennent te voir principalement pour des animaux qui sont malades, des Ouais. animaux qui sont un peu vieillissants. Donc j'ai beaucoup de cas d'animaux qui sont âgés, d'animaux qui souffrent d'arthrose. Mais ça peut aussi toucher l'animal jeune qui s'est fait mal. Il s'est fait mal, il boite de la hanche depuis 3 semaines, on ne trouve pas la solution parce qu'il s'est fait mal, parce qu'il est tombé. Donc ça peut aussi, et je me rends compte, et c'est pour ça d'ailleurs, on va en parler aussi, j'espère plus tard, mais ça peut aussi toucher des animaux qui sont jeunes, des chiots ou même des chatons, d'accord, qui se sont fait mal, qui ont des soucis, qui sont pas bien. Ça peut aussi toucher ces animaux-là, et c'est hyper important parce que au début, tu sais, quand j'ai commencé ma carrière d'ostéopathe vétérinaire, j'avais du mal à croire un peu ce côté préventif. Pourquoi, je ne sais pas. On me le disait, c'est important, l'ostéopathie, c'est aussi de la prévention. Et moi, j'étais là, ouais, mais donne-moi un animal malade. Moi, j'ai envie de soulager. Il boite, je veux plus qu'il boite, donne-moi. Je me rends compte aujourd'hui que rapidement, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à continuer des actes vétérinaires sur des chiots ou des chatons et à les manipuler, je me suis rendu compte que un chiot, mais sincèrement, emmenez-le en préventif chez votre vétérinaire parce qu'il va avoir plein de tensions. C'est pas étonnant, il se casse la binette tout le temps. Il se fait C'est vrai. bousculer par d'autres chiens s'il joue. Il est gauche parfois, il est maladroit, il tombe. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il avait énormément de tension. Donc, avant même que l'animal exprime sa pathologie, il va avoir des blocages de restriction de mobilité. Il va avoir des vertèbres qui bougent pas bien. Et c'est là où l'ostéopathie est très puissante parce qu'elle est aussi dans le préventif. Donc, si je peux laisser un petit message aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous avez un animal qui n'a rien, ah, c'est pas grave. Amenez-le quand même chez le vétérinaire ostéopathe ou l'ostéopathe animalier. Faites des manipulations régulières parce que Ah, vous verrez qu'il y aura pas mal de tensions qui vont s'accumuler. C'est l'un des axes, pour moi, fondamental. C'est le préventif. alors justement, c'est la question que j'allais te poser parce que je suis un être humain. Moi, ça m'arrive souvent. Alors, je sais pas si tout ça. Alors,
le fonctionnement, je pense que c'est un peu pareil, mais en tout cas la fréquence. Tu as parlé de fréquence, je voulais revenir sur cette notion de fréquence. Nous, les êtres humains, moi je sais que quand j'y vais, souvent on me dit, bah, vous revenez ou dans 6 mois ou dans un an, mais pas besoin de plus. Est-ce que chez les animaux, c'est la même chose? Est-ce que c'est des fréquences qui vont être, je sais pas, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans? Ou est-ce que c'est en fait en fonction de la pathologie, en fonction de l'âge, et en fonction des mots, comme tu disais, qu'on traite? Écoute, pour moi, c'est toujours du cas par cas. J'aime pas trop faire de généralité parce Bien que j'ai sûr. l'impression que l'ostéopathie doit s'adapter à ce dont on a sous les mains, d'accord? Ce dont l'animal souffre d'une manière ostéopathique. Donc pour moi, l'ostéopathie, quand tu dis tous les 15 jours, tous les 3 semaines, ça va dépendre. Effectivement, si l'animal vient me voir qu'il est vieillissant, qu'il est fatigué, qu'il a mal partout, je dis aux gens, écoutez, là, il revient en 3 semaines, parce qu'il me faut peut-être 2 ou 3 séances d'affilée pour essayer voilà, de le délier un maximum. Par contre, ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que si on a un animal qui est jeune, qui n'a pas beaucoup de tension, moi je conseille de l'amener 1 fois par an chez l'ostéopathe. D'accord. Au moins 1 fois par an, au moins 1 fois tous les ans. Mon chien n'a rien, il est jeune, il n'a pas de problème, il a 3 ans, il joue avec les autres chiens, il boite jamais. Amenez-le quand même 1 fois par an chez le vétérinaire. Et puis, l'autre indication aussi que je vais te donner aussi pour être vraiment général, même si j'ai dit au début que je n'aimais pas les généralités, mais pour être vraiment général, si vous avez un chien qui est sportif, ça c'est hyper Ouais. important. Pareil, au début de ma carrière, j'y croyais pas trop. Je voyais les chiens 1 fois par an. Il fait d'agility, il est sportif 2 fois par an maintenant. Je suis Ah vraiment à ouais. 2 fois par an. Je conseille, oui, oui, je conseille. Si votre animal est sportif, ah bah je fais du canicross, ah bah je fais de l'agility, ah bah il est en concours, amenez-le généralement pour moi 2 fois par an parce que je dis toujours aux gens, je m'ennuie pas en fait. Donc je manipule le chien, on va dire début janvier. Et quand il va revenir 6 mois après, parce qu'il aura fait sa compétition, je vais le manipuler, je vais me rendre compte que je m'ennuie pas, qu'il a accumulé plein de tensions parce que c'est un sportif. Il faut Exactement. considérer aussi parfois que l'animal est un sportif. Donc s'il est un sportif, il doit avoir des soins de sportif. Donc je Ouais, pense que intéressant. Mbappé il est manipulé pas 1 fois par an, hein. Non, hein, je pense pas, hein. Donc, donc là, on est sur la partie plutôt prévention, quand là, c'est Ouais, que faire quand tout va bien et que ça perdure, quoi. oui. Maint- Allez, si je dois être clair, si je dois ouais, être clair et généraliser un peu, ouais, il va bien, j'y vais 1 fois par an, il ouais. va bien, il est sportif, Hmm. je cours avec, je fais de l'agility, je fais du manhunting, je fais plein de trucs maintenant nouveaux qu'on voit apparaître. Je fais de la recherche etc., etc. Pour moi, c'est 2 fois par an. Ok, super. Et alors là, Ensuite, oui, donc là, c'est côté préventif. voilà, Le côté côté préventif. pathologique, pour moi, Voilà, c'est maintenant, le ça. côté pathologique, pour moi, c'est du cas par cas. Et là, il faut faire confiance à la personne qui manipule, à son vétérinaire ostéopathe, on lui fait confiance. C'est-à-dire que s'il manipule et on dit, voilà, il doit revenir dans 3 4 mois, il revient en 3 4 mois. Tu vois, là, c'est vraiment opérateur dépendant. Et donc, moi, si tu veux, quand un animal qui est assez âgé, je le manipule pour la première fois, je vois comment il évolue mois après mois, année après année. Donc des fois, je rapproche les séances. Et puis quand je me rends compte que je m'ennuie un peu lors de la séance et qu'il est bien délié, qu'il va bien, qu'on a mis d'autres choses en place, qu'il va de mieux en mieux, je dis pas aux gens venez dans les 3 mois. Je dis aux gens, bah écoutez, maintenant, venez peut-être dans 4 5 mois. Parce que là, il est bien. Alors, au travers de ce que tu dis, hein, j'essaie de reformuler ce que tu viens de dire. En gros, on sait que, alors moi, tu sais, hein, tu me connais, j'ai des chiens depuis toujours, hein, et j'ai eu des chiens qui vont jusqu'à 16 17 ans, parce que en Ah, ça. général, voilà, hein, ça fait plutôt plaisir. Mais ce que je m'aperçois, et forcément, quand on a des chiens qui commencent à prendre de l'âge, on voit qu'ils commencent à être un peu plus raides, qu'ils commencent à avoir des douleurs, etc. Pareil, là, ce que tu es en train de me dire en sus, c'est que finalement, l'ostéopathie va permettre à l'animal, plutôt que d'aller directement vers du médicamenteux, vers quelque chose qui va permettre de soulager et de vivre bien, même âgé, et que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place pour des gens qui ont des animaux qui commencent à prendre de l'âge, pour qu'ils soient tout simplement bien et qu'ils puissent vivre convenablement et dans de bonnes conditions. Ça améliore la vie des chiens qui commencent à avoir de l'âge. Largement, largement. Là, si votre animal commence à avoir de l'âge, allez, encore une fois, je répète, hein, pour moi, tout animal doit être vu régulièrement, peu importe son statut, peu importe son âge. Mais si tu me parles de ton chien qui vieillit, bah là encore plus, effectivement. Là, il faut l'amener, pour moi, régulièrement, le voir en ostéopathie pour libérer des tensions et limiter, être dans un aspect préventif ou même parfois curatif, parce que parfois, tu vas trouver ton chien un peu moins bien. Combien de fois les gens reviennent me voir en faisant de l'ostéopathie en me disant, ah, c'est dingue, il refait des choses qu'il faisait pas avant. Parce que l'animal va perdre l'habitude. Tu vois, là, tu es toujours avec ton animal, il va faire des choses petit à petit, puis petit à petit, il va moins bien les faire parce que finalement, il commence à avoir des tensions qui s'accumulent dans le corps.
Toi, tu manipules ce chien qui a 6 7 ans et le chien retrouve parfois une seconde jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu encore de pathologie, il n'y a pas eu encore de boiterie, il n'a pas encore été chez son vétérinaire pour un problème, une radio, etc. Mais finalement, petit à petit, il a accumulé des tensions. Et n'oublie pas une chose importante, c'est que l'animal ne parle pas. L'animal ne Exactement. parle pas. S'il pouvait parler, je peux vous dire, il vous dirait beaucoup de choses. Il vous dirait, ouais, mais là, tu vois, j'ai un peu mal au cervical là, quand tu m'envoies le bâton. Je m'en fous, mais je continue à aller le chercher en courant, mais j'ai Parce un que peu je mal au kiffe. cervical. Voilà, c'est là où l'ostéopathie pour moi est hyper intéressante. Et également, on est dans un mélange de préventif curatif et les gens viennent vous voir un mois après et vous dites c'est dingue, depuis que vous l'avez manipulé, eh ben je le vois en fait. Je le vois en l'observant que mon chien va beaucoup mieux, il se lève beaucoup plus vite de son panier, il court plus vite, il a l'air beaucoup plus aérien, plus de mobilité et ça, c'est l'ostéopathie qui peut apporter ça. Ouais, très très intéressant. On a vu pour les jeunes chiots, pour les chiens sportifs, on a vu pour les chiens âgés, hein, qui vont lui permettre de retrouver un peu d'aisance, de faire des choses qu'il n'arrivait plus à faire. Maintenant, quel- qu'est-ce que... alors, j'aime pas du tout ce que j'allais dire d'une manière trop vulgarisée, qu'est-ce que ça soigne? Mais tu comprends là où je veux en venir, c'est-à-dire quel type de pathologie l'ostéopathie va permettre vraiment d'apporter du confort ou même peut-être, je ne sais pas aller jusque-là, hein, est-ce que ça peut même soigner certaines pathologies ou en tout cas à quel moment toi tu vas utiliser l'ostéopathie en fonction de la pathologie que tu as décelée. Alors comme je te l'ai dit, en numéro un, de toute façon, ça sera les problèmes locomoteurs. D'accord. Déjà avec ça, Jay, tu as déjà énormément de boulot à faire. Même si la théorie de l'ostéopathie va plus loin, je vais en parler après, déjà avec les problèmes de dos, les problèmes d'articulation, déjà avec ça, Ouais, tu peux déjà aller très loin et tu peux déjà couvrir un pan de la médecine qui est énorme. Les gens viennent nous voir, Jay, alors j'ai pas de statistiques, mais je vais te dire un peu en tête, hein. Les gens viennent nous voir, l'un des premiers motifs de consultation, c'est les boiteries, les douleurs et l'arthrose, hein. ouais, bien sûr. Donc dès que tu as ça, dès que tu entends quelqu'un que tu croises peut-être dans la rue ou un ami, et dès que tu entends douleur, arthrose, ah ben en ce moment il est raide, pense ostéopathie. Pensez ostéopathie tout de suite. Ouais, D'accord? c'est super Donc c'est intéressant. voilà. Donc c'est assez large. Parce que je peux aussi te dire que ça peut être aussi aider un animal qui souffre de dysplasie de hanche, aider un animal qui souffre de, on va dire, de dernier discal. Donc le pan est, on va dire, très très large pour les effets de l'ostéopathie, mais déjà au niveau locomoteur, il y a déjà de quoi faire. Et puis, il y a eu également d'autres théories qui ont été émises pour essayer d'aider les animaux, notamment sur les viscères. Alors tu sais que moi je suis quelqu'un qui manipule beaucoup les viscères, hein, donc on peut en parler aussi encore un peu. C'est-à-dire que le principe de mobilité, qui d'ailleurs à la base était sur la colonne, a évolué ensuite, on a vu avec Gardner, Sutherland, on l'a vu, a évolué aussi sur l'axe crânio-sacré, donc manipulation du crâne, manipulation du bassin, du sacrum, très important pour les ostéopathes. Et puis, et on va le souligner, un peu un cocorico à la française, hein, il y a un ostéopathe humain qui s'appelle Jean-Pierre Barral, qui lui a vraiment été un pionnier de tout ce qui est manipulation viscérale. Et lui, il manipule les viscères pour justement des problèmes viscéraux. Bah tiens, j'ai mal au ventre. Oh, des fois j'ai de l'hyperacidité. Ah bah tiens, je tousse de manière chronique. Et lui, il se dit, ok, on va essayer de manipuler tes poumons, tes organes, on va essayer de manipuler ton estomac, ton intestin, et on va essayer de répondre à ta problématique grâce à l'ostéopathie. Donc ça, c'est un des pans aussi de l'ostéopathie qui est moins connu, mais qui est vraiment intéressante. Moi, j'adore beaucoup utiliser l'ostéopathie viscérale pour délier le dos. Hmm. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on rentre dans un truc un peu plus complexe. Ça pourra faire l'office peut-être d'autres podcasts. Mais ici, le but, c'est de manipuler les viscères, ce qui est mou dans l'abdomen, et essayer de... Tu sais que les viscères sont souvent attachés, sont connectés, sont attachés à la paroi. Essayer d'étirer tout ça, de rendre vraiment la fluidité au niveau abdominal et se rendre compte qu'on a un effet sur la colonne. D'accord? Ouais. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a des gens qui peuvent venir me voir et qui me disent, je suis venu pour un problème de dos, mais depuis que vous avez manipulé mon chien, il a plus la diarrhée. Ouais. Ça Donc n'arrive pas toujours. Attention, je tiens ça a un pas à dire. impact. Voilà, ça a un impact, hein. Si votre animal souffre de diarrhée, vous consultez votre vétérinaire. Je dis pas que c'est qu'il faut absolument aller voir un ostéopathe dans ces cas-là. Je dis, pour moi, il faut absolument aller voir un ostéopathe si votre animal boite. Maintenant, si votre animal a la diarrhée, c'est beaucoup plus complexe. Et effectivement, le vétérinaire, je pense, est bien placé pour répondre classique, est bien placé pour répondre à cette problématique. Mais l'ostéopathie, pour moi, peut avoir d'énormes surprises sur la digestion, sur les maux digestifs, sur la diarrhée, sur les vomissements chroniques. Et ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui témoignent
on va dire, en me disant, depuis que vous avez manipulé mon chien, il va beaucoup mieux sur ces problématiques-là. Alors, merci beaucoup pour ça, c'est hyper intéressant. J'ai une question, je pense qu'on se pose. Tu as parlé beaucoup de chiens, mais et c'est ce que je posais aussi tout à l'heure comme question, c'est est-ce que c'est adressé qu'aux chiens ou est-ce que, alors tu l'as dit un peu en intro, hein, mais quel type d'animaux tu vas manipuler? Parce que j'imagine qu'un canari ou qu'une migale, c'est un peu plus compliqué. C'est Euh, compliqué, hein. euh, mais voilà, quels sont la majorité des animaux que tu vas traiter. Et je me pose aussi la question, est-ce qu'un chat, parce qu'on sait que des fois un chat c'est un peu plus compliqué à manipuler, parce que pas Ouais. tant que c'est parce que le chat est un peu fourbe et des fois il est pas forcément, On il aime peut, pas on trop qu'on peut, le, déjà moi rien que la mienne, si je commence à lui caresser le dos, elle te fout un coup de patte. Donc voilà, c'est la question que je me posais. Alors, tu sais, ce que tu dis est vraiment intéressant et je vais te dire quelque chose, hein, le chat est très réceptif, hein. Le Ouais, chat c'est se intéressant. manipule très bien aussi. Je vous encourage, si vous avez des animaux, des chats aussi, parce que le chat ne parle pas. Et je peux vous dire que les problèmes de lombaires de chat, parce qu'ils sautent tout le temps, ils sautent, ils Ah sautent, ils ouais? sautent. Oui, très fréquent, très fréquent. Donc il faut, et le chat se manipule très bien. Alors bien évidemment, c'est plus compliqué qu'un chien. Et il faut aussi avoir l'habitude. Tu sais, c'est comme une approche par rapport à l'animal. Beaucoup de gens me disent, par exemple, moi, mon chat, je peux pas le caresser. D'ailleurs, ça m'est arrivé un jour d'avoir un problème avec ça. J'avais une dame qui était jalouse parce qu'elle était dégoûtée. Je pense qu'elle est parvenue à cause de ça. Elle était jalouse parce que, ah, mais moi, au bout de 5 minutes, il me mord. Et puis vous manipulez une demi-heure et le chat, il dit rien. Je dis, oui, c'est l'habitude, tu vois, c'est l'approche. Encore une fois, on n'est pas dans les caresses. On est déjà au cabinet, dans un contexte particulier. Et des fois, on est surpris de voir la réaction du chat. Comme s'il sentait qu'on était là quand même pour lui faire du bien. Le chat est extrêmement sensible à l'ostéopathie, est extrêmement intelligent. Et j'arrive souvent quand même, pas toujours, mais dans la majorité des cas, j'arrive à manipuler des chats. Alors, bien évidemment, quand il arrive avec les oreilles couchées en arrière et qui tape, et qui est dans la cage et qui Qui tape avec crache. déjà, voilà, bah là, tu te dis, ok, madame, messieurs, dames, on va essayer, mais j'ai peur. Et effectivement, malheureusement, des fois, ça marche pas. Le chat, comme tu l'as dit, je sais pas si le terme fourbe est adapté, mais Non, c'est pas effectivement, très sympa pour. ouais, c'est pas pour le Mais chat. j'en Il ai y a un, des je gens peux qui le vont pas aimer là. permettre. Il y a des gens qui vont pas aimer hein, ce que tu viens de dire, hein. J'en C'est ai, toi, hein. j'ai mon chat et il est fourbe, hein, la vache, hein. Mais c'est pas pour autant que je l'adore pas, hein. On est tous un peu Voilà. fourbes, hein. On peut l'être, hein. Mais en tout On peut cas, l'être, on peut l'être. En fait, le chat peut être très dangereux parce que le chat, un animal, tu sais, un chien qui est un peu agressif en ostéopathie, on bah, lui met une muselière en manipulant. ouais. Un chat, Après, c'est des armes avec des griffes, exactement. pas de muselière. Ça peut être un peu plus compliqué, mais je t'assure que tu serais surpris de voir tous les chats que je manipule qui se laissent faire parce qu'ils se disent, Ça fait du bien. ça fait du bien, Ouais. clairement, ça fait du bien. Et tu prends ton temps, tu sais. C'est ça qui est important en ostéopathie. C'est ça que j'aime beaucoup aussi par rapport à la médecine conventionnelle, c'est qu'on prend vraiment son temps pour l'animal. Et c'est Hmm. pour ça aussi que j'arrive à les manipuler. Parce que finalement, on a 45 minutes avec l'animal et on va dire, tranquillement et tout doucement, rentrer en interaction avec lui. On prend son temps, on manipule d'abord des zones un peu moins sensibles pour que l'animal prenne confiance, pour qu'il comprenne qu'il y a un principe ici de rencontrer une tension et de la libérer. Et quand il comprend ça, il se fait OK. Donc là, il va se coucher. Ça, sur tous les animaux, même des vaches. Je manipule, même des chevaux, où l'animal sent et se dit, OK, là, lui, il me fait un truc bizarre, je comprends pas. D'ailleurs, des fois, j'en rigole, je dis souvent déjà, des fois, je rigole avec l'animal en disant, ouais, tu sais pas des fois, tu sens que l'animal, il sait pas ce qui lui arrive. Il est comme ça, il comprend pas, quoi. Et puis, petit à petit, il commence à dire, ah, OK, c'est ça l'ostéopathie, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, là? Et il a une sensibilité. Donc, si tu décoinces en temps réel, d'accord? Tu mets en évidence une tension que tu l'as fait céder, l'animal, il a un corps, il est sensible, il se dit, waouh, c'est cool, j'aime bien ce vétérinaire-là. Tu vois? Ouais, C'est un peu ça. c'est intéressant ce que tu dis. Et j'ai encore une autre question par rapport à tout ça. Donc, j'ai bien compris que tous les animaux, potentiellement, au regard de ce que tu peux faire, enfin voilà, peuvent être manipulés. Mais euh, comment tu sais? Parce que voilà, c'est super. Là, je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent, alors qui en sont déjà convaincus s'ils écoutent aussi le podcast et puis l'émission, mais peut-être qu'il y a des gens qui découvrent cela aussi. Ok, super. Comment tu sais si ton vétérinaire fait de l'ostéopathie? Et est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est développé? On en parlait tout à l'heure un peu, mais est-ce que ça se développe? Est-ce qu'en France, c'est facile de trouver un vétérinaire ostéopathe? Et est-ce que tu conseilles aussi quelqu'un qui n'est pas vétérinaire, mais uniquement ostéopathe? Est-ce que pour toi, c'est aussi bien? Enfin voilà, c'est plutôt d'un ordre pratique pour les propriétaires de chiens et chats.
et Alors, d'animaux. je reviens à ta question d'avant, parce que Ouais, j'ai peut-être pas bien répondu à la question d'avant. Quand tu as dit ça, j'ai pas très bien répondu. À partir du moment où vous avez des vertèbres, des muscles, des attaches, ouais, vous pouvez manipuler. ouais, ouais. Après, c'est une question d'anatomie. Hmm. Hein. C'est une question de savoir un peu où sont les structures. Aujourd'hui, moi, je fais pas d'oiseaux. Mais il y a peut-être des vétérinaires ou des ostéopathes qui font des oiseaux et qui ont des très bons résultats parce qu'il y a des vertèbres, parce qu'il y a de la manipulation à faire. Intéressant. On part du principe que toute cette unité du corps, dès que tu as un mammifère et dès que tu as des vertèbres, des os, des attaches, tu peux donc avoir des restrictions de mobilité, des mobilités de vertèbres qui sont pas bien et tu peux manipuler, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'on peut manipuler tous les animaux, mais je dirais que il y a 4 grands animaux aujourd'hui qu'on manipule, peut-être 5. Ça va être les chevaux, ça va être le cheval, ça va être pardon, les chevaux, le chien, les chats, les vaches qui sont de plus en plus manipulés. Et puis, il va y avoir également parfois ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Donc les D'accord. lapins, par Hmm. exemple, qui sont parfois aussi manipulés. Mais je dirais que c'est les 5 grandes espèces comme ça qui sont manipulées régulièrement par un vétérinaire ostéopathe ou un ostéopathe animalier. Et puis il y aura forcément des exceptions avec aussi un développement qui se fait par rapport à, on va dire, ton affinité, bien évidemment. Tout à fait. Un vétérinaire, par exemple, équin, qui fait que des chevaux, qui se forme à l'ostéopathie, sera forcément enclin à faire que du cheval en ostéopathie. Donc ça dépend ensuite après ton affinité avec les animaux, comment tu développes, comment tu as développé ta patientèle. Ok. Maintenant, si tu reviens à Ma seconde comment trouver question. un ostéopathe, Ouais. ouais. Tu sais, moi j'aime bien. Il y a ce qu'il faut comprendre, et ça c'est à la fois une qualité de l'ostéopathie, mais c'est à la fois aussi une problématique. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de techniques, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de différences d'approche. D'accord? Parce que l'ostéopathie, à partir du moment où on manipule un corps, animal ou humain, il y a énormément de techniques et il y a énormément d'approches. Et je dis toujours que chaque ostéopathe est unique. Vraiment. Chaque ostéopathe a sa propre méthodologie. Si déjà tu as déjà été manipulé par différents ostéopathes, tu peux te rendre compte que l'approche n'a strictement rien à voir. Donc chaque ostéopathe développe sa propre approche, sa propre méthodologie, sa propre sensibilité avec ses propres affinités. Ça, c'est donc chaque ostéopathe est unique. C'est pas juste un médicament, c'est Bien pas juste sûr. une injection. Tu vas voir un vétérinaire, il te fait une piqûre antidouleur. Le lendemain, tu vas voir un autre, il te fait la même impact. Même antidouleur non stéroïdien utilisé, même effet. D'accord? L'ostéopathie est totalement différente. Donc, ce que je conseille souvent, moi, c'est déjà de se rapprocher finalement de son vétérinaire. Parce que le vétérinaire, souvent, avec le bouche à oreille ou avec des collègues, il va pouvoir vous dire, oui, bah nous, quand on a un problème d'ostéopathie, je vous ai pas parlé d'ostéopathie, parce que souvent le vétérinaire, des fois, oublie de mentionner que l'animal peut être manipulé, mais si vous lui posez la question, il va vous dire, ah oui, bah il y a docteur le truc muche là, à 20 km. Nous, quand les gens veulent faire de l'ostéopathie, on l'envoie là-bas. Donc je pense déjà faire confiance à son interlocuteur principal, donc son propre vétérinaire. Pour moi, c'est la meilleure solution. Ensuite, je dirais que l'une autre solution, et pour moi, est très importante, parce que c'est comme ça que j'ai réussi aussi à développer, j'en ai conscience, c'est le bouche à oreille. Bien Le sûr. bouche à oreille aussi doit être très important en ostéopathie. C'est-à-dire que lorsqu'on en parle, lorsqu'on veut avoir affaire à un bon ostéopathe, eh ben, il y en a qui sortent entre guillemets du lot, qui ont une bonne réputation. Et c'est le bouche à oreille ici qui travaille. C'est mon numéro 2. Et ensuite, tu vas me dire vétérinaire ou pas vétérinaire. Moi, j'ai pas de problème avec les non-vétérinaires. Aucun problème. D'accord? Je pense qu'un non-vétérinaire aujourd'hui, qu'on appelle un ostéopathe animalier, peut avoir le même niveau de compétence qu'un vétérinaire ostéopathe. Donc là, je laisse les gens la liberté pour finalement choisir quelle personne sera adaptée. Et puis il faut essayer. Et puis Puis le quand ça feeling marche pas, aussi, il faut peut-être, changer. le feeling qu'on a aussi avec la personne qu'on a Le en feeling face, hein, avec le ça c'est thérapeute est important. très important. Exactement. C'est vraiment très important. Et puis les effets. Hmm. Moi, je suis quelqu'un qui me base beaucoup sur les effets. Et c'est logique, c'est logique. Hein. Il faut être exigeant aussi par rapport à notre capacité à soulager ou pas l'animal. Donc, je pense que si vous allez voir un ostéopathe et que vous êtes content des effets, qu'ils soient animaliers ou vétérinaires, l'important c'est que l'animal aille mieux. Qu'il aille mieux après la manipulation. C'est tout ce qui compte en fait. Très très intéressant tout ce que tu nous dis. Bah écoute, on a fait quand même un bon tour. Est-ce que tu voyais d'autres choses? Moi, je trouve qu'on a brassé pas mal quand même. Alors bien sûr, on pourrait en parler des heures. On pourrait faire uniquement des podcasts sur ce sujet. Mais est-ce que On est-ce pourrait. que tu avais d'autres éléments? Je trouve qu'on a quand même bien déjà répondu. En tout cas, moi,
ça m'a quand même bien ouvert l'esprit sur ce que tu proposes. Et j'aime beaucoup ce principe aussi, hein, de aussi bien soigner qu'en amont, qu'en aval, en fait, tout au long de la vie de tous les animaux. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est quotidien et qui est quand même très très intéressant par rapport à cela, je trouve. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas juste curatif, ça va être également pour du bien-être au quotidien. Je ne sais pas si tu Voilà. avais d'autres éléments, hein, que tu voulais rajouter, Non, hein. oui, c'est ça, comme tu viens de le dire, c'est pas que du curatif, c'est aussi beaucoup de prévention. Ouais, J'invite les gens à croire à la prévention. La prévention, pour moi, c'est numéro un. C'est ouais, vrai qu'au début, et tu le vois dans énormément de domaines, à chaque fois, on oublie ce exactement. côté préventif. Ouais, Dans ouais. la médecine, mais aussi, je peux parler de l'écologie, Bien sûr, je peux parler de la politique, je peux parler également de la justice, où on oublie que on veut punir, mais on oublie que la prévention est, bien est mieux sûr. que la punition. Et c'est ce qu'on est en train de Et faire c'est là pareil. d'ailleurs. C'est ce qu'on De est en quoi? train de faire là. Et ce que tu dis aussi, c'est le côté multifactoriel. C'est-à-dire que c'est ce Oui, qu'on verra dans la suite des podcasts. C'est-à-dire que bien sûr, bien la sûr. nourriture, ce qu'on va donner à manger, la manière de... Exactement, Voilà. exactement. Et voilà, c'est super que tu dis ça parce que tu as tout à fait compris et tu as anticipé ma pensée. Je pense qu'on est connecté, tu arrives à me Mais connecter à mon cerveau. Ouais, ça évidemment, doit être ça, hein. c'est pas pour rien qu'on Évidemment. fait le podcast ensemble. Exactement. Mais oui, il faut que l'ostéopathie, c'est multifactoriel, effectivement. C'est-à-dire que c'est une médecine, c'est une approche. Il y en a plein d'autres, d'accord. Mais c'est une approche qui a sa place dans la médecine aujourd'hui, qui doit prendre une place beaucoup plus importante parce qu'elle est extrêmement efficace, peu importe ce que les gens parfois peuvent penser. Et donc, elle doit s'inscrire, mais elle ne doit pas être l'unique, on va dire, médecine à faire. C'est complémentaire, d'accord. Donc, on mélange différentes approches. Et c'est en mélangeant différentes approches, par exemple, on va parler dans les podcasts à venir, je l'espère, des plantes. On va parler des compléments alimentaires. On va parler de l'alimentation. On va parler d'ostéopathie. Donc c'est en mélangeant tous ces, on va dire, cette façon de soigner, cette approche qu'on va appeler, il y a un terme qui est très connu aux États-Unis et qu'on ne connaît moins, c'est le terme holistique. Je ne sais pas si tu connais ce terme-là. Si, si, Holistique. bien sûr. Ça te dit quelque chose, ouais? Oui, oui, tout à fait. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas holistique, donc c'est un peu cette vision d'ensemble. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'ostéopathie, elle est holistique. On a une vision d'ensemble. Je l'ai dit tout à C'est ça, l'heure, j'ai mal exactement. à mon genou, mais j'ai envie d'aller voir ta cheville. Et j'ai mal à mon épaule, mais je veux aller voir tes cervicales. D'accord? Donc cette vision holistique du corps humain, eh ben, pour moi, pour la médecine, et je terminerai peut-être par ça, et pour avoir une meilleure santé, et c'est génial parce que, Jay, c'est pas que pour les animaux, c'est aussi pour nous. Si on Exactement. veut aussi, nous-mêmes, en tant qu'être humain, avoir une meilleure santé, il faut avoir cette vision globale, cette vision holistique, toucher à plusieurs choses en même temps pour finalement arriver à une meilleure santé. Vaste programme, tout ça. Écoute, ça promet. Ça promet pour la suite de nos émissions. Alors, forcément, là, dans la logique, on devra arriver sur la partie questions, questions des auditeurs, mais vous vous doutez bien que c'est la première émission, donc forcément, voilà, on n'a pas forcément de questions là. On a déjà répondu à pas mal de questions enfin, pendant, hein, parce que j'ai posé des questions. Bien évidemment, si vous avez des questions à poser sur l'ostéopathie, n'hésitez pas sous la vidéo, encore une fois, à poser vos questions. Exceptionnellement, la prochaine fois, peut-être on commencera par répondre à ces questions parce que là, voilà, on n'a pas pu prendre les questions et bien sûr qu'il y a des gens qui veulent concrètement, qui ont peut-être des questions à poser concrètes. Donc, n'hésitez pas à les poser. Julien t'y répondra, je pense, avec plaisir. Mais voilà, comme on le dit, là, on a fait à peu près, on a brassé pas mal. On reviendra peut-être sur ce sujet. Il y aura peut-être l'ostéopathie partie 2, partie 3. Hein, on verra parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On Peut-être sur peut, des oui, spécificités. oui. Maintenant, la prochaine fois, donc, de quoi on va parler? De quoi on va parler sur notre prochaine émission? Je crois qu'on avait dit qu'on parlerait peut-être d'arthrose, c'est ça? On peut parler d'arthrose parce que c'est vraiment un problème qui est extrêmement courant, que ce soit chez les chiens et chez les chats. Donc on peut essayer de parler d'arthrose et on essaiera de voir un peu, donner des conseils concrets, peut-être parler aussi compléments alimentaires, parler ostéopathie, parler plantes, essayer d'avoir cette vision holistique, comme je viens de dire Ouais. plus tôt dans la vidéo. Et je pense que ce serait intéressant d'aborder ces sujets-là d'arthrose parce que ça concerne énormément d'animaux et beaucoup de propriétaires sont embêtés avec ça et inquiets. Et vous l'aurez compris, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes intéressé par ce sujet, l'arthrose. Vous avez vos animaux, votre chat, votre chien, votre lapin qui a de l'arthrose. C'est peut-être un peu moins courant. En tout cas, n'hésitez pas. Vous mettez votre petit commentaire, vous posez votre question qui peut être précise. Et nous, bah, on reparlera de l'arthrose, bien évidemment, mais on essayera, tant bien que mal, à répondre effectivement bah, à ces questions. Et pourquoi pas, dans quelques émissions, pourquoi pas faire des lives aussi, hein, c'est ce qu'on se disait, pourquoi pas, où on répondra en direct à vos questions. En tout cas, bah, j'étais ravi de partager ce moment avec toi.
Moi C'était aussi. plutôt sympa. Écoute, Ah oui. on se dit que voilà, qu'il y a encore beaucoup de choses sur le sujet, encore plein de sujets à traiter. Bah écoute, on se garde ça pour une prochaine fois. Ça te va? Écoute, avec plaisir, tu m'invites quand tu veux. Voilà. Et bah écoutez, merci beaucoup et merci de votre écoute. Et puis n'hésitez pas encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et bon, on est ravis, on est content que ça se lance. Et puis on vous dit à bientôt. Salut à tous. Tout le monde.